Nous sommes toujours avec Alberto Toscano, avec le docteur Marie-Laure Albi, avec Frédéric Rollet du SNES, avec Christian de Boissieu, professeur d'économie à la Sorbonne. Et nous a rejoint Velina Negovanska. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, en traitement des phobies et de la gestion de l'anxiété. Et j'aimerais qu'on s'appuie ensemble pour commencer sur cette image qu'on a vue tout à l'heure. Ce sont ces Italiens, vos compatriotes, Alberto Toscano, mais on peut comprendre peut-être qu'on aurait tous fait la même chose, qui, après avoir écouté M. Conte à la télé leur demandant de rester à la maison, se sont précipités. Il y a des supermarchés ouverts la nuit, hein, Alberto Toscano, je crois, en Italie. Je crois que c'est un supermarché de propriété française. N'y voyez pas malice. Bon, on se précipite, signe typique, j'allais dire, d'anxiété, de phobie peut-être, face à ce qui peut arriver et se produire. C'est ça ? Typiquement. Et en fait, là, on sent tout à fait qu'on a emballé le cerveau des émotions. Comment on emballe le cerveau des émotions ? Tout simplement, il suffit qu'on se sente en danger pour arriver à emballer ce processus-là qui fait qu'après, on n'est pas capable de réfléchir d'une manière logique. Mais en fait, au contraire, on va se fier à nos émotions. On va se dire, oh là là, il y a un danger, je suis en danger. On emballe le mode survie. Et le mode survie, il n'est pas très rationnel, évidemment. Donc, c'est pour ça que les gens vont se précipiter. Et on se rassure en achetant de l'eau ou des pâtes, c'est ça ? C'est vraiment rassurant émotionnellement ? Ça donne l'impression d'avoir le contrôle. On a cette capacité-là de faire soit de fight or flight, en anglais ça s'appelle comme ça, c'est soit je me bats, soit je fuis. Là, comme on n'a pas la possibilité de se battre ni de fuir, en fait, la seule possibilité qui nous reste, en quelque sorte, ça va être, de se préparer une bonne pasta. Je vais reprendre le contrôle là où je peux le faire et finalement ça va se manifester que par des comportements effectivement très irrationnels. Alberto Toscano, on ne va pas forcément généraliser parce que tous les Italiens ne se sont pas précipités ainsi, mais qu'est-ce que ça raconte de l'état du pays, Alberto Toscano ? Non, le point psychologiquement pour ceux qui regardent les Italiens est que les Italiens ont cette habitude souvent de ne pas respecter les règles. Si on est arrivé là, c'est aussi parce que certaines règles draconiennes étaient dures dans la forme et n'ont pas été respectées pratiquement. Donc là, quel est le moteur qui fait respecter les règles ? Je parle sous vos contrôles, c'est la peur. Le peuple accepte certaines choses s'ils ont peur. Le peuple italien, le premier. Donc s'ils n'ont pas peur, là on fait peur. Là on fait peur. Quand on dit vous restez tous chez vous, ça fait peur. Évidemment. Bien sûr que ça fait peur. Donc il fallait monter d'un cran la pression. Même en utilisant cette idée, un peu d'une certaine psychose, mais pour le bon sens. Parce qu'il faut faire comprendre aux Italiens que certaines règles sur le fait de rester chez soi, de ne pas faire la fête en continuation, de ne pas boire l'apéritif dans le bistrot de la place comme si de rien n'était. On n'est pas dans une situation normale. Donc il fallait faire peur pour faire comprendre des choses. C'est dur de dire qu'il faut... Mais c'est ce que dire, Alberto Toscano, dire qu'il faut faire peur pour faire passer un message. Oui. C'est pas très politiquement correct. Sachant que la quarantaine, il y a des études qui montrent que quand on est mis comme ça en isolement, en fait, il y a énormément de problèmes d'insomnie, des gens qui dépriment. Et en fait, c'est très très mal supporté cet isolement-là. Et donc, je pense que à la fois on fait peur et à la fois on oblige les gens de s'isoler. Et ça, c'est très très dur pour eux. Christian de Boissieu, parce qu'ils se sentent encore plus en danger. Les comportements de précaution, ça n'est pas uniquement en Italie qu'on les voit. Je les vois dans mon supermarché du 15e arrondissement. Et on a l'impression qu'on est... des gens qui achètent... il y a des rayons vides. Oui. Plusieurs kebabs, voilà. On a l'impression que s'installe une sorte d'économie de guerre. C'est ce qui m'inquiète aussi. Ça ressemble à... dû à des phénomènes d'anticipation. Oui. Et on est typiquement dans un phénomène qu'on appelle de prophétie qui s'auto-réalise. C'est-à-dire le fait d'anticiper le problème crée le problème. Et il y a un certain nombre de supermarchés en France, c'est pas l'Italie, là. L'Italie, ça doit être pire. On l'a vu dans les foyers, dans l'Oise en particulier. Où il y a des ruptures de stock. Mais ça, le processus d'anticipation, pardonnez-moi, les processus d'anticipation, c'est quand même ce que fait l'économie tout le temps. Et on l'a vu sur les marchés financiers. Ce qui m'intéresse dans l'économie, c'est essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Mais voilà, typiquement, c'est un phénomène de panique et de peur auquel on a assisté hier. Christian de Boissieu sur les marchés financiers. Oui, c'est ça qui s'est exprimé. Mais c'est pas fini. Aujourd'hui, ça remonte un peu parce que quand ça a beaucoup baissé, il y a des fonds qui rachètent. Mais c'est le yo-yo. Et ce qui compte, c'est la tendance. Et la tendance, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que les perspectives économiques sont revues à la baisse de jour en jour. Mais je pense que
Vous avez raison, madame, mais il faut aussi en appeler à une forme d'esprit collectif. Les Italiens comme les Français ont un esprit collectif. Moi, je le vois tous les jours dans la manière dont je prends en charge les malades. Il y a des voisins qui s'occupent des malades. Il n'y a pas que des gens qui se fichent de tout. Et je pense que c'est pour ça que la communication, elle doit s'adresser à chacun en disant qu'il est aussi responsable. Et si moi, on me dit de rester 14 jours chez moi, je discuterai, mais je le ferai ne serait-ce que pour montrer une forme d'exemple à mes patients. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on est assez responsable, chacun individuellement, de quelque chose. Et quand vous faites partie d'un tout, l'angoisse, elle baisse. Après, vous aurez toujours des angoissés du bocage que vous soignez, ça, je suis d'accord. Mais on sent quand même, quand on discute avec les gens, et c'est là où je pense que le président de la République est un peu injuste au niveau des professionnels de santé. Je parle pas que des médecins, des infirmiers, etc. Mais ils sont partenaires, ils sont dans le dialogue avec une population et c'est là où la régionalisation du travail est importante et où on apporte des réponses et on aide à descendre d'un cran l'anxiété. Après, le ministre, il donne l'exemple. Il dit, moi, on m'a dit de rester 14 jours chez moi, je travaille de chez moi. De toute façon, avec les grandes grèves, on a pris l'habitude. Hein. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut aussi avoir un discours pour que les angoissés se calment, il y en aura toujours, et que chacun sache qu'il a quelque chose à faire. Il n'est pas juste à attendre d'avoir le virus qui, par ailleurs, et c'est une bonne chose, n'est quand même pas une grave maladie, ce qui nous soulage une part d'anxiété forte. Vélina Dego, en tout cas, je vous donne la parole. Frédéric Rollet, est-ce que vous avez, vous, des retours, des échos, et vous le vivez peut-être, d'enfants, de jeunes à l'école qui sont anxieux aussi face à ce qui se passe? Les jeunes sont anxieux également, hein, ça a été dit, ils peuvent eux-mêmes ne pas développer, mais contaminer leurs proches. D'autre part, moi j'ai quand même surprise d'entendre que dans l'éducation nationale en ce moment, on est en concertation avec les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies pour les écoles, les conseils départementaux pour les collèges et régionaux pour les lycées, pour assurer l'hygiène, des conditions d'hygiène satisfaisantes. On a beaucoup épilogué sur les toilettes des établissements scolaires, ce qui est une vraie catastrophe, ça je le confirme. Et je peux vous assurer qu'on n'a toujours rien, c'est-à-dire toujours pas de savon et de conditions dignes de ce nom. De même, il y a des absurdités. Si vous prenez la question du jour de carence, alors un collègue qui est mis en quarantaine ou je ne sais plus comment il faut dire, quatorzaine. Ne sera pas pénalisé par le jour de carence, qui est une absurdité. S'il déclare la maladie, hop, il retombe dans la loi ordinaire et là, un jour de carence. Enfin, il y a des moments, il faut quand même que l'Éducation nationale prenne ses responsabilités, protège ses personnels. Vélina Dego, en tout cas, on voit bien à quel point ça appuie sur plein de petits boutons, différentes situations, mais qui nous renvoient tous effectivement à une crispation. Alors pour certains, peut-être plus que cela encore. Tout à fait. Ça part de l'émotion et puis c'est difficile de pouvoir se rationaliser les choses. Hein. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut envoyer des messages qui sont très rassurants aussi. On n'est pas face à une catastrophe mondiale. Voilà, il faut aider les gens. Effectivement, il faut aider les gens à se dire des choses qui sont un peu différentes et un peu moins catastrophes en fait par rapport à la situation. Effectivement, ça va durer un certain temps. Effectivement, peut-être qu'on aura besoin de rester chez soi pendant 15-14 jours. Voilà, mais il n'y a pas quelque chose de plus grave qui va arriver, je pense. Donc voilà, il y a ça. Et puis vraiment un message que je voudrais passer, c'est rassurer les enfants et pas avoir de discours trop catastrophes parce que c'est vrai que ça peut enclencher comme ça des processus un petit peu d'anxiété et qui durent pour la suite en fait. J'aimerais qu'on aborde encore un point économique, parce que évidemment ça a son importance. Alberto Toscano, on parle déjà d'une prochaine récession en Italie. Là,